Mon nom, c'est Daniel Touchette. Je suis conseiller d'orientation de formation, mais je suis conseiller d'orientation organisationnelle de profession. Après mes études que j'ai terminées en 2004-2005, j'ai travaillé dans plusieurs domaines de l'orientation, dans le communautaire, dans le scolaire, dans le privé. Moi, j'ai préféré le privé. Aujourd'hui, je travaille presque exclusivement avec des cadres et des professionnels. Puis la raison pourquoi que je fais ça, c'est que c'est vraiment eux qui ont la meilleure position pour enrichir la vie des travailleurs, finalement. Mon nom est Martine Lemonde, je suis conseillère d'orientation organisationnelle. Je suis aussi membre de l'Ordre des conseillers en relations industrielles agréés. Et puis mes fonctions, je suis consultante en psychologie organisationnelle. Bonjour, je suis Éric D'Amato, conseiller d'orientation en organisationnel. J'exerce dans le milieu de la psychologie organisationnelle, c'est-à-dire en évaluation de potentiel, gestion de la relève aussi. Les problématiques les plus courantes reliées au secteur organisationnel, il y en a plusieurs. Celle pour moi qui est la plus importante, c'est que les clients qui viennent voir un conseiller comme moi sont souvent très réactifs. Donc, ils nous poussent à agir sur du curatif et non sur du préventif. Donc souvent, au moment où ils viennent nous rencontrer, bien, ils vivent un dysfonctionnement. Et puis, comparé à d'autres types de professions, où est-ce que les gens sont beaucoup plus en avance, sont plus proactifs, plus préventifs, je pense que conseiller d'orientation organisationnelle, ça fait partie de cette famille de professions-là où les gens viennent nous voir au moment où ça ne va pas bien. Les problématiques avec lesquelles moi je travaille le plus souvent, c'est principalement, on va se dire, soit une problématique de sélection où les employeurs, quand ils font appel à mes services, c'est pour sélectionner quelqu'un, pour l'intégrer en emploi. Donc, deux étapes différentes, le sélectionner et l'intégrer. Ça peut aussi être pour des problèmes de rendement au travail. Puis le rôle principal, c'est d'aider l'organisation, dans le fond, à mieux avoir un employé qui va être mieux au travail, plus performant et on va se dire avoir moins d'absentéisme. Donc, on travaille directement pour l'entreprise, mais bien entendu avec un individu. Autre problématique qu'on va rencontrer, ça va être parfois des difficultés de l'individu qui a été en arrêt de travail, donc qui est en retour progressif ou qui se prépare à revenir. Puis encore une fois, le travail est fait auprès de l'entreprise, principalement pour préparer les gestionnaires au retour de cet individu-là ou de travailler avec les gestionnaires pendant que l'individu est en train de vivre ces étapes de retour progressif. Les principales problématiques que l'on rencontre dans le milieu organisationnel lorsqu'il s'agit de faire des évaluations de potentiel, c'est bien sûr dans un premier temps de clarifier la demande du client, c'est-à-dire l'entreprise, que souhaite-t-on mesurer? Quelles compétences désire-t-on mesurer et valider auprès des candidats qui seront bien sûr évalués comme tels? Par exemple, si une entreprise me demande d'évaluer le leadership chez une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dois prendre le temps de vérifier auprès de la personne, du client, qu'est-ce qu'elle entend par leadership, quel style de leadership a-t-on besoin pour le poste à combler? Il y a différents angles là, à la question. Ce qui me vient, c'est d'abord et avant tout de bien comprendre le besoin du client. Puis encore une fois, le client, c'est l'organisation. Bien sûr, on travaille auprès de l'individu, mais le client, c'est l'organisation. Donc, comment je vais travailler, c'est bien comprendre le besoin, réajuster le besoin ou ce qui est faisable, parce que parfois, le client va avoir beaucoup d'attentes. Par exemple, on va vouloir, si on pense à lorsqu'on fait appel au service pour de la sélection ou de l'évaluation de potentiel, bien, on va s'attendre à ce que ce soit un choix gagnant et puis que si l'évaluation dit bien cette personne-là devrait avoir beaucoup de facilité à faire ABC, bien, que ce soit ça qui se passe dans le quotidien une fois que la personne aura été embauchée. Donc, mon travail, c'est d'abord on va se dire, repositionner la chose et dire à l'employeur,
Bien sûr, mon évaluation va vous dire va vous donner beaucoup d'informations, mais je ne peux pas garantir que cet individu-là va, par exemple, performer exactement où je vous le précise, puisqu'il y a d'autres éléments qui peuvent avoir un impact sur son niveau de performance. Alors, une fois qu'on a pris le besoin du client, quand on parle d'évaluation de potentiel, bien, on va rencontrer le candidat, l'individu, lui administrer une batterie de tests. On va faire l'interprétation de ces tests-là. On va faire une rétroaction au client, entreprise. Alors, souvent, ça va se faire au téléphone ou si on a plusieurs candidats, on va aller le faire en personne. Si, admettons, on a évalué une série d'individus et qu'une personne sort du lot, ce qui va être important de faire une fois qu'on a dit ça, qu'on a présenté les résultats, c'est justement de préciser comment le gestionnaire qui va gérer cette personne-là va pouvoir accompagner cet individu-là, tant au niveau de ses forces qu'au niveau de ses points de vigilance, si vous voulez bien. Donc, l'idée ici, c'est d'outiller quelque part l'entreprise avec des outils efficaces d'actualité en fonction de ce qu'on connaît. Et d'ailleurs, plus on connaît l'entreprise, plus on est à même de pouvoir la conseiller, lui suggérer des pistes de réflexion. Tant au niveau de l'individu que de l'entreprise, c'est un travail de coaching à travers l'évaluation qui va s'installer en termes de collaboration. Et notre travail, c'est pas de dire, ou mon travail, c'est pas de dire, bien, prenez Monsieur X ou prenez Madame Y, mais c'est plus de, si on parle d'un seul individu, de présenter les éléments en force au profil de l'individu et de faire des liens avec la description de poste, puis de dire, bien, par exemple, dans vous, ce dont on s'était jasé, puis la description dit que vous avez besoin de quelqu'un qui va prendre en charge, par exemple, une équipe dans laquelle il y a beaucoup de difficultés, bien, ces volets-là, pour cet individu-là, vont être faciles. Ces volets-là ou ces aspects-là vont être plus difficiles. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre le profil de l'individu puis le profil recherché. Si on a plusieurs candidats, on va pas comparer les candidats en disant lui est meilleur et lui est moins bon, mais on va faire encore une fois le portrait de chacun en disant, bien, Monsieur X, on s'est parlé de ses forces qui sont plus à ce niveau-là, mais Monsieur Y, lui, c'est ici que ses forces vont être et c'est à cet endroit-là où pour tel élément où il y aura besoin de support, alors que Monsieur Y, lui, ça ne sera pas là, ça va être là. Alors, on va comme ça présenter le profil de chacun. Comment j'interviens concrètement au niveau de la problématique majeure? C'est dur à expliquer. Je pense que c'est par l'éducation, par la sensibilisation que c'est important de voir un conseiller quand ça va bien, puis d'avoir des réserves comme ça, quand il va y avoir des nuages, ça va aller mieux. Moi, ce que je dirais, c'est de voir un conseiller souvent, puis de voir aussi plusieurs conseillers, de ne pas juste en avoir un. C'est comme avoir deux médecins, il n'y a rien de mal là-dedans d'avoir un deuxième avis. Puis si on fait le parallèle, supposons, dans le domaine du sport, bien, si je suis un athlète puis je veux gagner la médaille d'or olympique, je ne verrai pas mon entraîneur juste une fois par année. Je vais le voir souvent, puis même des fois, je vais voir plusieurs entraîneurs. Puis c'est comme ça, finalement, en synergie, en travaillant ensemble, que je vais pouvoir, finalement, m'optimiser, puis être à mon meilleur, puis être le plus heureux aussi là-dedans. Les deux plus grandes difficultés que je rencontre dans le cadre de mes interventions, disons en individuel, un serait la connaissance de soi incomplète. Donc, je pense que 100% de mes clients disent qu'ils savent tout sur eux-mêmes et qu'ils ont une connaissance parfaite. Pourtant, quand on fait des évaluations, quand on va en profondeur, quand on fait des 360 degrés avec leurs collègues, on se rend compte que la connaissance de soi n'est pas au niveau qu'eux croient. En fait, j'ai eu une cliente aujourd'hui qui est sur le bord de la retraite, qui a 40-45 ans d'expérience, puis elle-même était surprise comment elle ne se connaissait pas beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais, des attentes irréalistes. Donc, souvent, les gens vont avoir un conseiller, ça fait 10-15 ans que ça ne va pas bien, puis ils voudraient qu'en 2-3 rencontres, on puisse tout régler. Donc, je pense que si ça t'a pris 10 ans à te rendre où est-ce que tu es, bien, ça peut t'en prendre 10 ans pour t'en sortir aussi. Une difficulté qui est souvent rencontrée, bien sûr, c'est au niveau politique. Je m'explique. Il arrive parfois que l'entreprise qui envoie des clients se faire évaluer et qui paie quand même un coût assez cher pour le faire, souhaite qu'un candidat en particulier soit, souvent c'est le cas, qu'on détermine à l'avance un candidat comme étant pressenti pour le poste. On souhaiterait beaucoup que monsieur un tel ait le poste et on reçoit la commande parfois de façon implicite, voire explicite selon certaines situations.
Or, qu'arrive-t-il si, par exemple, j'évalue 3 individus et que la personne pressentie correspond le moins bien au profil attendu et que la pression, donc politisée à quelque part, nous dise, d'un côté, on fait quasiment la demande verbale de retenir cette candidature-là, alors que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure personne pour le poste. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois amener ça? Comment je dois présenter les résultats? Donc, c'est une première problématique comme telle auquel on fait face régulièrement, curieusement. En même temps, c'est normal parce que les entreprises connaissent souvent les gens qui nous sont référés. Ce n'est pas forcément des inconnus. Souvent, c'est des gens qui occupent des postes de toutes sortes dans l'entreprise. Et à un moment donné, il y a une occasion qui s'ouvre et la personne postule et on a beaucoup confiance en ses moyens, en ses capacités. Cependant, quand je dois présenter les résultats en rétroaction organisationnelle avec l'entreprise comme telle, il y a une façon d'amener... Les autres difficultés, il y en a plusieurs de nature, on va se dire, plus techniques. C'est-à-dire, souvent, tu dois travailler, en tout cas dans mon cas, à titre de consultante, mais même, je suis consultante, j'ai des activités à mon compte, mais j'ai travaillé aussi pour des firmes en psychologie organisationnelle. Et puis, c'est la même chose, c'est-à-dire que on est souvent chez plusieurs clients, on transige avec plusieurs clients en même temps, qui ont des attentes souvent de délais rapides. Il y a également la réalité des points de service. Souvent, on doit se déplacer d'un endroit à l'autre. Parfois, on va être sur des mandats de nature différente. Donc, il faut être en mesure de bien s'organiser. Ça, c'est d'autres difficultés qu'on va rencontrer. Et aussi, souvent, d'être obligé de se débrouiller seul. C'est-à-dire que il y a des facettes d'un mandat parfois qu'on va rencontrer pour la première fois, ou même si c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, il y a un élément nouveau et on est rarement en bureau où il y a beaucoup de personnes, puis aussi rarement le rythme on va se dire, des activités quotidiennes. Ce rythme-là fait en sorte que c'est pas aussi facile juste de sortir de ton bureau puis d'aller frapper à la porte du bureau à côté pour poser des questions. Donc, ça, c'est aussi une des difficultés, c'est-à-dire pouvoir se débrouiller seul, puis se trouver des ressources ou être à l'aise à vivre avec cette ambiguïté-là parfois dans « Oups, est-ce que je commence par l'action A ou B? » et se trouver son propre mode de fonctionnement dans ça. Celui ou celle qui s'intéresse à la psychologie organisationnelle, que ce soit tant chez les psychologues que les conseillers d'orientation, plusieurs conseils, en fait, j'aurais le goût de vous donner plusieurs conseils différents. Dans un premier temps, je pense que la prémisse de base, c'est aimer analyser. C'est aimer de jongler avec différents concepts, de faire des liens, beaucoup de liens. C'est aussi d'être capable de prendre différentes données, tant obtenues en entrevue, tant au niveau des tests psychométriques, tels que des tests de personnalité, cognitifs et ainsi de suite. Pour moi, le meilleur conseil, c'est de s'imprégner rapidement de la réalité organisationnelle. Pour moi, mon choc, à titre de conseiller d'orientation, quand je savais en début de carrière, je savais que je voulais travailler auprès des organisations, mais ce que je n'ai pas fait en début de carrière. Donc, mon plus grand choc, ça a été tout le langage organisationnel, le langage RH. Aussi comprendre, je parle depuis tantôt de le client, c'est l'entreprise, c'est pas l'individu. Donc, je pense rapidement de s'imprégner de ça, de cette culture-là, de chercher à comprendre le fonctionnement d'une organisation, les rouages d'une organisation, et de vraiment développer un langage RH, un langage organisationnel. Comment on fait ça, à mon avis? Par les travaux, par les stages, assister à des conférences, tout ce qui peut être, faire des lectures, lire des livres sur la gestion des entreprises, pas dans le but de découvrir comment ça se fait, puis de devenir un expert, mais juste dans le but de comprendre vraiment les rouages d'une organisation. Outre l'analyse, un aspect fort important et qui correspond, je pense, à au moins 50% de mon travail journalier, c'est la rédaction de rapports. Je peux passer un bon 2, 3, 4 heures en rédaction de rapports par candidat.
Un rapport qui sera bien sûr scruté à la loupe par notre client, entreprise dans un premier temps, mais aussi notre client physique, c'est-à-dire le candidat comme tel par la suite. La rédaction implique une belle, je dirais, une belle maîtrise de l'intensité lexicale. Donc, si j'écris une phrase, je dois m'assurer que dans le choix de la phrase ainsi que du mot en question, que en lisant la phrase, je suis en mesure de dire « Ah, je comprends que c'est un 3 sur 10 et non pas un 4 sur 10 ou un 2 sur 10. » Je dois être en mesure, au niveau de la maîtrise lexicale, de pouvoir faire la nuance, la distinction. C'est pas évident dans un premier temps et je vous avouerai que des logiciels comme Antidote aident beaucoup à ce moment-ci. Développer un réseau de contacts qui est dans ce domaine-là, qui est rattaché, qui va nous donner un pied dans l'organisationnel. Et puis, j'ai le goût de dire, être à l'aise ou développer un certain confort à être dans une position d'expert et de consultant. Parce que quand on travaille en psychologie organisationnelle ou en organisationnel, l'important, c'est d'être capable d'avoir cette position-là d'expert. Ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais il faut être à l'aise avec le fait de dire à un employeur qui paie quand même des bons sous pour nos services, de lui dire, écoutez, moi, ma vision des choses, c'est ça. Mais il ne faut pas que ça sorte d'une boîte à surprise. Il faut que nos éléments, ce qu'on apporte, soient appuyés. Et il faut développer cette capacité-là de devenir quelqu'un qui a une réponse. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la même. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse ou qu'il y en a juste une. On peut dire au client entreprise, écoutez, je vois 3 choses possibles. Il y a A, il y a B ou il y a C, mais il faut être capable de donner des réponses. Donc ça, ce serait, je fais le tour rapidement, ce serait mes conseils importants. Ce n'est pas de la relation d'aide à proprement parler, parce qu'on s'inscrit davantage en termes de juge, en termes d'évaluateur, plutôt que d'accompagnateur au sens où on l'entend habituellement. Le conseil que je donnerais aux futurs diplômés, c'est un conseil pour eux, mais c'est un conseil plus pour leurs clients, je pense. Il y a 43 000 professions qui sont répertoriées en 2013. Des choix, des options, il y en a beaucoup. Moi, je dirais, c'est de ne pas choisir une profession, mais de bien choisir une voie. Fait que si je me prends moi un exemple, je n'aurais jamais choisi la profession de conseiller d'orientation parce que je pensais que les CO, ça travaillait juste dans les écoles. Mais j'avais choisi une bonne voie, j'aimais la psychologie, j'ai étudié là-dedans au cégep. Après ça, j'ai exploré, j'ai vu les différents types d'approches. Le côté vocationnel, ça m'intéressait gros, le côté organisationnel. Puis j'ai découvert cette profession-là parce que je m'en allais dans la bonne direction. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que la profession qui est pour toi, tu ne la connais pas. Donc, tu ne peux pas la choisir. Il faut juste être dans la bonne voie, puis en explorant, tu vas pouvoir la découvrir. Ce serait ça que mon avis. As-tu de l'allure? Ben oui, OK.